Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. La situation socio-politique actuelle du Congo-Brazzaville est de plus en plus préoccupante au point d'interpeller tout le monde. Dans sa lettre pastorale rendue publique, Monseigneur Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville, a dressé un tableau plus que sombre sur la situation sociale du Congo. C'est ainsi que nous revenons sur cette actualité avec Jean-Noël Mabiala, président du mouvement unitaire pour la République, le MUR. Bonjour, Monsieur Mabiala. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté donc notre invitation. Alors dites-nous, c'est quoi le MUR, le mouvement unitaire pour la République? C'est un parti politique, une dynamique, un cercle de réflexion? Le mouvement unitaire pour la République, c'est une formation politique. C'est une formation politique déclarée en France depuis le 20 février 2016. Et cette formation a pour particularité, c'est de s'être créée dans la dynamique de la campagne de Jean-Marie Michel Mokoko à l'élection présidentielle de 2016. Donc nous sommes la première formation politique, après la toute première que Jean-Marie Michel Mokoko avait créée lui-même dans les années, je pense, 90. Le MUR est la formation politique que nous avons créée, en accord évidemment avec Jean-Marie Michel Mokoko pour accompagner sa candidature à l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas une formation politique de Jean-Marie Michel Mokoko. C'est une nuance de taille puisque en 2016, Jean-Marie Michel Mokoko s'engageait dans une élection présidentielle au service de tous les Congolais, pas en étant le candidat d'un groupuscule ou d'une écurie quelconque. Voilà les conditions dans lesquelles le MUR a été créé. Comme vous l'avez dit là, on peut comprendre que c'est cela l'historique de votre parti politique. Oui, c'est la formation politique qui a canalisé les énergies, notamment dans la diaspora, pour accompagner la candidature de Jean-Marie Michel Mokoko. Et le symbole de cette canalisation des énergies, c'est qu'il y avait à peu près une vingtaine de comités de soutien de Jean-Marie Michel Mokoko en 2016, en France, aux États-Unis, en Europe. Nous avons réussi en ce moment-là de prendre attache avec toutes ces structures et à les mobiliser pour notre Assemblée générale que nous avons faite le 20 février à Lyon 2016. Qu'est-ce qu'il est devenu le MUR après l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko? Le MUR continue de travailler puisque nous sommes une structure politique complètement indépendante de la personne de Jean-Marie Michel Mokoko elle-même, que nous avons soutenu, que nous soutenons toujours. Donc nous continuons à travailler dans le sens du projet que nous partageons, des valeurs et du projet que nous partageons avec Jean-Marie Michel Mokoko. Nous avons un projet pour le développement du Congo, pour la libération du Congo de l'emprise du régime actuel. Savez-vous qu'il existe plusieurs autres mouvements, notamment Dynami ou alors associations, peut-être d'autres partis aussi, qui revendiquent défendre les idéaux du général Jean-Marie Michel Mokoko? En quoi le MUR se démarque-t-il des autres mouvements? Nous avons la particularité, pas de se revendiquer de Jean-Marie Michel Mokoko, mais de partager des valeurs et un projet. Donc nous sommes vraiment en termes de partenariat avec Jean-Marie Michel Mokoko. Nous avons proposé un partenariat à Jean-Marie Michel Mokoko. C'est une différence importante. Oui, nous savons qu'il existe d'autres structures. Nous les avons vues naître, puisque notre structure a été la première créée en février 2016, comme je vous ai dit. Après le MUR, il y a eu l'association qui s'appelle ACBJ3M, qui a été lancée, créée par le docteur Michel Ondongo Pandi, avec le soutien, l'accompagnement même de notre défunt frère Marc Mapingou. Ça s'est fait en mai 2016. Nous-mêmes avons été mobilisés pour accompagner la création de cette structure sans confusion et sans fusion. Donc nous sommes la première structure, on a accompagné la deuxième qui s'est créée, nous avons partagé les valeurs, nous avons été dans les commissions de travail pour la création de cette nouvelle structure.
La dernière en date qui s'est créée, c'est le mouvement MPA, donc le mouvement pour agir, coordonné par mon ami Jean-Paul Ebenga. Je pense qu'on retrouve aussi Benoît Youlou et je pense Francis Mouketo dans cette dynamique-là. Pareil, dès lors qu'on nous a informés de la naissance, en tout cas du projet de cette structure, nous avons participé, nous avons échangé, nous avons participé. Nous sommes allés en octobre dernier, je crois que ça devait être le 20 octobre, à l'Assemblée générale constitutive de ce mouvement. Donc nous sommes là, trois structures qui partageons la collaboration autour du projet de Jean-Marie Michel Mokoko. Alors parlons donc de général Jean-Marie Michel Mokoko lui-même. Probablement que vous avez quelques informations sur lui. Quel est donc son état de santé actuellement et la suite de son combat politique? Je souffrais que je ne vous donne pas des informations de l'état de santé de Jean-Marie Michel Mokoko pour deux raisons. Je ne suis pas médecin et vous savez que les données sur sa santé ne sont pas publiques. Il n'y a aucun communiqué public. Donc moi, en tant que partenaire politique, je n'ai pas plus d'informations que vous. Donc ça, c'est au niveau officiel. Au niveau officieux, évidemment, on est en contact avec ses parents, avec ses plus proches. Nous avons des nouvelles, mais qu'on n'est pas habilité à communiquer. Donc là-dessus, on ne peut rien vous dire, à part qu'il a le moral, il reste le même homme combatif et déterminé dans l'idéal qu'il a lancé en 2016. Parlons donc des élections présidentielles qui sont donc prévues pour mars prochain, le 17 et le 21 mars bien entendu. Les Congolais sont donc attendus aux urnes. Alors, qu'est-ce que le mur entend-il faire pour ces élections? Prendra-t-il part ou il opte pour toute autre chose? Pour nous, la perspective d'une élection en 2021 dans un contexte où le pays est en crise, et une crise multidimensionnelle, cette perspective ne nous paraissait pas du tout une priorité. On peut nous parler, on peut objecter le respect de la Constitution qui voulait que le régime en place, le mandat du régime en place se termine en 2021, donc il fallait une élection. Nous disons oui sur le principe, sauf qu'on ne peut pas organiser une élection tandis que le conflit issu de la précédente élection n'est pas réglé. Donc, la précédente élection a vu la candidature de plusieurs Congolais qui ont fait l'analyse, le diagnostic de la situation du Congo et qui ont pensé qu'il était de leur droit de participer à cette élection qui donnait la perspective d'une alternance au pays. Et le fait que les gens qui sont engagés, les personnes qui sont engagées dans cette campagne se retrouvent en prison du fait simplement d'avoir participé à cette campagne, du fait d'avoir refusé de cautionner le hold-up électoral qui a été orchestré à l'issue de cette élection, nous pensons que les conditions ne sont pas réunies pour aller à une autre élection et que cette élection ne peut pas être ni libre ni transparente. Voilà la position du mur. Cette position, nous l'avons travaillé dessus avec la Fédération de l'opposition congolaise qui est aujourd'hui dirigée par Clément Mirassa, le président par intérim. Nous avons participé à la validation de cette position par la Fédération d'opposition qui a conduit donc à l'issue de la convention qui a eu lieu à la fin du mois dernier, qui a abouti à la décision donc de la Fédération de ne pas participer à cette élection. Donc la position du mur s'aligne intégralement, complètement sur la position de la Fédération de l'opposition congolaise de ne pas participer à cette mascarade électorale. Comment vous jugez cette attitude du gouvernement congolais qui tient coûte que coûte à organiser ces élections malgré les voix qui s'opposent, notamment sur le manque de transparence dans l'organisation de cette élection, mais aussi la violation répétée, s'il faut le dire, des lois et règlements de la République pour organiser cette élection? Quelles conséquences pourrez-vous en tirer? Avant les conséquences, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi le régime actuel tient à cette élection. Puisque les conséquences, comme vous le dites, d'autres voix l'ont déjà évoqué. Nous avons vu que la conférence épiscopale, donc les évêques, ont évoqué les dangers qu'il y a à organiser une élection dans le contexte d'aujourd'hui. Nous savons, avec l'expérience aujourd'hui de 2016, qu'à l'issue de chaque élection naissent des tensions au Congo. Le régime de M. Sassou a l'air de se réjouir des situations de violence. C'est-à-dire ce régime prospère dans la violence et dans le conflit.
Et nous pensons qu'organiser une élection aujourd'hui qui donne tous les signes de danger, tous les signes de déflagration, tous les signes de violence, est comme, j'allais dire, fait exprès pour créer les conditions de tension. L'élection de 2016, contrairement au contexte qui était tendu, contrairement aux événements qui ont précédé. Prenez le vote le référendum sur le changement de la Constitution. Il y a eu des tensions. L'élection elle-même a été précédée par des tensions. Sauf qu'il n'y a pas eu déflagration. Vous voyez, il n'y a pas eu déflagration, il n'y a pas eu soulèvement, il n'y a pas eu manifestation violente. Il se trouve que le gouvernement n'était pas satisfait de cette paix relative. Et c'est le gouvernement qui crée la déflagration avec ce qu'on appelait la guerre du Poul. Mais ce n'est pas une guerre, c'est un massacre délibéré des populations civiles. Notre raisonnement, c'est celui-là. Puisque le gouvernement cherche... Voilà, vous avez dit, Jean-Noël, vous avez dit massacre, oui. C'est-à-dire, pour être un peu plus explicite. C'est-à-dire que le régime, le gouvernement a lancé des militaires, des miliciens, armés d'engins de guerre sur des populations civiles. Je suis là, je n'affabule pas, je n'invente pas une réalité. C'est ce que les populations du département du Poul ont vécu pendant des mois et des mois à partir d'avril de 2016. Et vous le savez... Alors que le gouvernement se justifiait comme quoi il était en train de rechercher un fugitif. Oui, mais vous savez qu'avant de parler de fugitif, M. Sassou avait dit qu'il n'y avait pas de problème dans le Poul. Les premières réactions du régime, c'est il n'y a pas de problème dans le Poul. Il n'y a pas de crise, il n'y a rien. Tout va bien dans le Poul. Jusqu'au jour où nous avons vu, au boulevard des Armées, une cérémonie en hommage des militaires morts dans le Poul. Bon, sauf que nous sommes dans le même pays, nous sommes dans la même République. M. Sassou fait une cérémonie d'hommage aux militaires. Mais qui a rendu hommage aux civils? J'allais dire, on va utiliser un terme peut-être qui peut faire plaisir à M. Sassou, les victimes collatérales, pour ne pas dire que c'est elles qui étaient visées. Qui a fait l'hommage aux victimes collatérales? Qui a fait l'inventaire des victimes collatérales dans le Poul? Monsieur Christian Perrin, nous sommes dans un pays, nous sommes dans une nation. Comment on peut comprendre qu'en 2020, nous ne sommes pas en guerre, il n'y a jamais eu d'état de guerre déclaré au Congo. Mais pourtant, on a mobilisé des engins de guerre, des hélicoptères de guerre pour tirer sur des populations. Pour moi, ce comportement-là, c'est un comportement simplement criminel. C'est irresponsable de la part de M. Sassou en tant que président. Moi, je ne sais pas mon président, mais aujourd'hui, il est le président de fait du Congo. C'est irresponsable. Et ça, c'est des actes sur lesquels le régime de Brazzaville devra répondre un jour. Jean-Noël, nous recevions évidemment sur notre plateau ici Madame Sidonie Salabandi qui rappelait que finalement le pouvoir est toujours resté au bout du canon au Congo-Brazzaville, c'est juste la forme qui a changé. Tel que vous étiez en train d'expliquer les choses, est-ce qu'on peut comprendre que c'est la même impression que vous avez? C'est plus qu'une impression, cher ami. C'est plus qu'une impression. C'est parce qu'on n'a pas le temps de faire la litanie de tous les actes de violence auxquels le peuple congolais est confronté depuis 1977. C'est depuis 1917. Rappelez-vous que pendant 2 semaines, après la mort de 3 hautes autorités dans un pays, 2 présidents de la République et un prélat, après la mort de ces 2 hautes personnalités, il y a eu des pelotons d'exécution pendant 2 semaines. Et vous parlez de qui exactement? Il y a des jeunes certainement qui n'ont pas connu ces événements. Vous pouvez nous rappeler les noms? C'était quoi? Je vous parle de l'assassinat du président Marien Ngouabi le 18 mars 1977, l'assassinat du président Massamba Deba, dont on n'a jamais retrouvé le corps encore aujourd'hui, et de l'assassinat, le cardinal Émile Biayenda. Quand on prend ces actes-là, et ça c'est, j'allais dire, les piliers, les 3 piliers de ces 2 semaines d'horreur. Après, il y a eu des personnes, des témoins gênants qu'on a massacrés pendant 2 semaines. Donc je vous disais, j'ai encore suivi le témoignage de l'avocat Jacques Okoko, je pense, à la conférence nationale, qui disait littéralement que la responsabilité première de ces 2 semaines de massacre au Congo incombe à M. Sassou, qui était ministre de la Défense d'abord, mais surtout c'était le principal régisseur de l'ordre pendant cette période, puisqu'il n'y avait pas encore le comité militaire du parti n'était pas encore installé. Donc vous voyez, quand on parle de cet événement,
on prend tous les événements qu'il y a eu par la suite. Je passe outre certains petits détails, comme les attentats de Cinéma Star dans les années 80. Pareil, les jeunes ne savent pas ce que c'est, mais concentrons-nous sur les 2 semaines de mars 77, la guerre civile de 97, les massacres qui ont suivi dans les régions de la Bouenza et du Poul, ce qu'on appelait l'opération Mouebara. Ces événements-là ne sont pas des inventions, il y a des documents qui circulent. Nous serions dans une république, dans une nation préoccupée par, j'allais dire, la paix et la sécurité. Le gouvernement aurait pu faire la lumière sur ces documents. Les documents, par exemple, sur l'opération Mouebara, circulent depuis 20 ans aujourd'hui. Mais personne n'a jamais rien expliqué sur ces événements. Prenons les disparus du Beach en 1999. 350 personnes qui disparaissent. Il y a eu un procès, on va me dire. À ce procès, tout le monde a été acquitté à ce procès. Cet acquittement veut dire quoi? Qu'il n'y a pas eu mort d'homme, vous voyez? Donc, on continue, jusqu'à ce qu'on arrive à 2015, 2016, etc. Donc, le régime de M. Sassou est un régime sanglant. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis en situation de responsabilité. J'ai une formation politique, je m'adresse à des Congolais, je ne peux pas me permettre des approximations. Je n'ai pas à accuser Sassou de quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas eu procès de quoi que ce soit. N'empêche oui, mais tout au moins, il y a quand même un haut cadre militaire de son bord qui disait, nous avons tué dans le Poul, il y a eu le ciel n'est pas tombé, c'était là aussi un aveu, non? Oui, c'est pour ça que j'allais en arriver à ça. La première chose, je dirais, la responsabilité de M. Sassou, elle est d'abord politique. Il est à la tête du pays, il est le premier responsable de tout ce qui se passe au Congo. Tant qu'il ne donne pas les moyens de rendre justice. Pour l'instant, on n'a pas de témoignage accablant direct et pour j'allais dire, une décision de justice, nous n'allons pas parler de culpabilité du point de vue juridique. Mais politiquement, il est le premier et l'unique responsable de ce qui s'est passé au Congo. Après, on ajoute, j'allais presque dire par bonheur, la déclaration, c'est la deuxième personnalité politique au Congo, M. Okemba, qui dit en toute impunité, en toute irresponsabilité, avec légèreté, qu'ils ont massacré les gens dans le Poul et le ciel ne leur est pas tombé sur la tête. Donc, quand on prend ce genre de déclaration, on se dit, il y a problème au Congo. Oui, et pour terminer, vous vous rappelez, et c'est pour ça que quand on a affaire à M. Sassou, il faut prendre toutes ces déclarations à la lettre. En 2014 ou 2015, M. Sassou, à Kinkala, a fait une annonce, une menace. Il a parlé des gens qui ne connaissent pas le goût du sang parce qu'ils n'ont pas été blessés à la langue. Mais c'est un propos grave d'un président de la République. C'est un propos d'une gravité. Et on a vu ce qui s'est passé par la suite. Voyez, on était en 2014 ou 2015, 2 ans plus tard, dans la même région du Poul, il a fait goûter aux gens le goût du sang. Voyez, moi je crois que nous ne devons pas prendre les choses. Le reproche que je fais aux politiciens congolais, c'est prendre les choses à la légère. Je ne me vois pas aujourd'hui aller battre campagne au Congo, dans le Poul, dans le Niari, dans la Bouenza, dans la Cuvette, comme dans la Sanga, sans, j'allais dire, demander publiquement à M. Sassou de s'expliquer sur ce genre de propos. Et les siens, à propos du goût du sang et la blessure à la langue, et les propos d'Okemba sur les massacres du Poul. Oui. Mais là, ils battent campagne tranquillement, comme si nous étions un pays de paix, comme si tout allait bien, tandis qu'il y a des cadavres dans les placards. Dernier exemple, le massacre des jeunes dans le commissariat de Chakona. Il paraît qu'il y a eu décision de justice, les parents ont été indemnisés, mais dans quel pays du monde on peut imaginer 15 jeunes hommes qui sont assassinés à balles réelles, à bout portant dans un commissariat? Et le directeur de la police n'est pas inquiété. Le ministre de l'Intérieur n'est pas inquiété. Le président de la République ne s'exprime même pas. Mon cher ami, dans un contexte comme ça, on ne peut pas parler d'élection. Pourtant, là, nous sommes déjà presque sur la dernière pente d'ailleurs pour les élections présidentielles de mars 2021 qui, en fait, si l'on comprend très bien, pour le régime en place, l'élection est une fin en soi. Est-ce qu'on peut penser que là, le Congo s'achemine vers une élection de tous les risques? Sinon, comment arrêter cet élan pour éviter aux Congolais
une nouvelle crise post-électorale? Moi, j'ai deux éléments, j'ai deux raisons de penser que cette élection ne suscite aucun risque. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque pour M. Sassou de perdre son élection, puisque les dés sont pipés, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une tricherie à la grande échelle. Toutes les conditions sont réunies. Je vous prends un exemple. Cette élection, il paraît, le premier tour se fait en 2 jours. Le 17 mars, c'est les forces de l'ordre qui votent, et le 21, le reste des Congolais. Déjà, vous voyez, c'est une élection en toute illégalité. Je ne pense pas que la Constitution congolaise prévoit ce dispositif-là. Dans aucun pays du monde, un corps électoral est constitué d'un corps de métier. Nous sommes là face à une situation, une aberration totale, une ineptie totale. Un corps électoral est constitué d'un corps de métier. Donc, les militaires, les forces de l'ordre, qui sont des citoyens comme les autres, vont voter d'abord par leur statut. L'autre élément, c'est qu'il n'y a aucun candidat qui puisse l'inquiéter. Et ça, vous me direz, c'est votre faute à vous, puisque vous ne lui avez pas opposé un candidat de taille. Oui, j'assume que nous n'avons pas voulu lui proposer une mascarade. Nous n'avons pas voulu participer à une mascarade d'élection. Nous savons, et nous avons été nombreux à avoir pensé qu'en 2016, on pouvait jouer ce jeu. Je dis bien, c'est un jeu. Nous avons pensé en 2016 qu'on pouvait prendre M. Sassou à son propre jeu. Et nous l'avons démontré. Nous avons démontré en 2016 que Sassou n'est pas aimé des Congolais. Les Congolais ne voteront pas pour Sassou en 2016. Nous avons démontré, contrairement à ce qui se disait, que l'enjeu, la ligne de fracture au Congo, ce n'est pas entre nord et sud, ce n'est pas entre X, Y. La ligne de fracture, c'est entre les Congolais qui veulent leur pays, qui veulent construire leur pays, et la bande, je dirais, qui a pris le pays en otage. Et je reprendrai là, c'est une expression de Mme Mounari elle-même qui a peut-être pris à quelqu'un d'autre. Nous sommes face à un régime de criminels en bande organisée. C'est ce régime-là qui a pris le pays en otage, qui spolie les ressources du pays, qui, je résumerai encore, qui commet aujourd'hui 3 crimes. Les crimes de sang, les crimes économiques et les crimes politiques en termes de violation des droits des citoyens. Voilà, et quand on met ces éléments-là, on se dit, il n'y a aucune raison de penser que l'élection va mal se passer. Elle va très bien se passer pour M. Sassou, mais c'est un non-événement pour nous, parce que l'objectif pour nous, c'est mettre un terme à la violence, à la prise en otage du Congo. C'est mettre un terme à ce régime qui est notre objectif à nous. Libérer les prisonniers politiques, mettre un terme à ce régime et rassembler les Congolais pour jeter les bases d'un avenir commun dans ce pays. Arrêter ce régime, c'est-à-dire en faisant quoi exactement? Concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez? Pour nous, il faut combattre ce régime. Je ne vous dis pas par quels moyens, mais en tout cas par les moyens légaux. Ce régime aujourd'hui donne tous les signes d'essoufflement. Tous les signes d'essoufflement. Malgré la mobilisation des forces, on vient encore d'apprendre les armes que ce régime achète, malgré cet armement, malgré cet arsenal militaire en termes d'armement, ce régime est à bout de souffle. Nous savons qu'aucun régime en Afrique ne peut se développer, ne peut s'épanouir sans le soutien des partenaires extérieurs. Nous savons aujourd'hui que le régime de Brazzaville est soutenu sur le bout des lèvres par ses partenaires économiques comme Total et compagnie. Nous savons aujourd'hui. Nous savons aussi qu'au niveau national, au niveau international, des institutions internationales, ce régime n'est plus soutenu. Et ce n'est pas une incantation de ma part. Prenez la difficulté qu'ils ont aujourd'hui depuis plus de 5 ans à conclure un accord avec le FMI. Et vous savez que ce régime-là, en 2010, ce régime en 2010 a obtenu le statut, l'aboutissement de l'initiative PPTE. Et vous savez dans quelles conditions cette initiative a abouti, avec la corruption, le soutien d'un corrompu qui était le directeur du FMI de l'époque, Dominique Strauss-Kahn. Donc quand on voit un régime qui est capable de corrompre une personnalité comme Dominique Strauss-Kahn, directeur du FMI, on voit la force de ce régime hier.
Et aujourd'hui, on a la preuve maintenant qu'il n'a plus les mêmes moyens. Il n'a plus, malgré l'arrogance de M. Sassou qui disait à un moment donné que Christine Lagarde ne peut rien lui refuser, on a bien vu qu'il n'a pas réussi à signer un accord avec le FMI. Et vous connaissez le nombre d'études qui paraissent aujourd'hui qui montrent que ce régime est aux abois. Donc là, nous avons les signes que ce régime est à bout du souffle. Tout ce qu'il fait, c'est une fuite en avant. Toute la pagaille. Monsieur Jean-Noël, tout à l'heure, vous parliez d'ailleurs de l'importation clandestine des armes de guerre au Congo. On va y revenir. Oui. Mais avant, je repars sur ce que vous disiez, que le candidat du PCT a la voie libre à cette élection de mars 2021, alors qu'il y a d'autres candidats de l'opposition. Vous ne pensez pas que ces candidats puissent revendiquer, par exemple, la victoire et que cela entraîne le Congo toujours dans la violence comme d'habitude? Parmi les candidats qu'on a aujourd'hui déclarés, je crois qu'il y en a 5, 6 ou 7, il y a 2 qui ont une envergure. Mathias Nzon a une envergure nationale. Il est capable de faire quelque chose. Guy Parfait Kolela, le fils. Il se trouve, je ne prends que ces 2 candidats. Il se trouve que, de mon point de vue, je ne me prononcerai pas sur que peut faire Mathias Nzon si demain M. Sassou fait le coup du 4 avril 2016, c'est-à-dire publier les résultats nuitamment et s'autoproclamer président. Je ne préjugerai pas de ce que peut faire Mathias Nzon, mais je ne le crois pas capable de braver M. Sassou. Quant à Parfait Kolela, ce n'est pas lui faire injure que de dire que s'il n'a pas été capable de dénoncer le hold-up électoral de 2016, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il ferait mieux que 2016. Donc voilà pourquoi je ne parle pas des autres candidats. Je ne voudrais pas parler d'eux en mal. Non, parce que nous n'avons pas le monopole du besoin de libérer le Congo. Je crois qu'ils peuvent être capables de vouloir la même chose que nous. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils tirent je n'ai pas l'impression qu'ils s'en donnent les moyens, mais surtout, je n'ai pas l'impression qu'ils soient capables de tirer des enseignements de ce qui s'est passé hier. C'est quand même, laissez-moi terminer là-dessus, c'est quand même Parfait Kolela qui a été dans une même dynamique que Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa, mais qui depuis 5 ans n'a pas levé le petit doigt pour dire qu'est-ce qui est advenu à Mokoko et pourquoi. Est-ce que M. Parfait Kolela peut nous dire aujourd'hui qu'il partage l'analyse de Satima Biala qui pense que Jean-Marie Michel Mokoko est un prisonnier de droit commun? Voyez, je crois que dans son programme, le programme qu'il a établi pour soutenir sa candidature, il a dû mentionner cela, la libération des prisonniers politiques. Pour une fois, on peut lire ça dans son programme. Quelqu'un qui vous dit je vais passer par le même chemin que mes amis qui sont en prison pour obtenir leur libération, on se pose des questions. Quand on sait que c'est à cause de l'élection présidentielle que ces hommes sont en prison, la seule chose logique qu'on peut attendre, c'est que lui-même demain se retrouve en prison, mais pas qu'il libère les autres. Il n'y a aucune raison qu'il soit aujourd'hui. D'abord, soyons logiques. La première chose, il n'y a aucune raison que M. Sassou perde cette élection. La deuxième chose, je ne vois pas pourquoi ceux qui seront lésés, donc M. Kolela notamment, qui sera une deuxième fois lésé, sera plus apte à faire plier M. Sassou. Voilà, il est simple mon raisonnement. Je disais, on allait revenir sur la question d'importation clandestine des armes de guerre. De quel ordre un gouvernement sortant ou un candidat sortant peut-il encore commander les armes de guerre, mais en plus clandestinement, tel qu'annoncé par le journal de Continent pour sa parution du 20 février 2021. Est-ce que cela était nécessaire ou est nécessaire au moment où l'on s'apprête à aller à une élection présidentielle? Mon cher ami, je pense que la question, tous les Congolais se la posent et chaque Congolais a une réponse à la question. Nous savons ce que M. Sassou fait, quel usage il fait des armes. C'est un secret de polichinelle, c'est un secret pour personne. Nous savons, dans un régime de M. Sassou, depuis 1977, son goût pour, on va le dire, le goût pour le sang. Le régime de M. Sassou était un régime sanglant. M. Sassou a un régime militaire. Donc on ne peut pas demander à un régime militaire qu'est-ce qu'il fait des armes.
On ne peut pas demander à un régime militaire pourquoi il achète des armes. Nous avons l'avantage aujourd'hui d'avoir un âge qui nous a permis un peu de voir le parcours de M. Sassou. Il y a des gens plus vieux que nous qui connaissent M. Sassou. Nous savons que le Congo n'a jamais été en guerre avec aucun pays voisin. Donc, s'il n'y a pas guerre avec des pays voisins, s'il n'y a pas guerre avec personne, à quoi peut servir une arme si ce n'est pas pour tuer son propre peuple? Et ce n'est pas là aussi un procès d'intention, je parle de fait. J'ai tendance, depuis que je suis engagé dans ce combat politique, j'ai toujours pensé que le premier ennemi de M. Sassou, c'est M. Sassou lui-même. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder scrupuleusement les actes qu'il pose, on y trouve les failles même de son dispositif. Si on veut des preuves de la criminalité du régime de M. Sassou, prenez les massacres du Poul. En 2016, en avril 2016, rien ne justifiait qu'il déclenche une guerre dans le Poul. Il a fait un calcul, un petit calcul, il a fait un calcul de faire de diversion. Il va publier les résultats à 4 heures du matin, et dans la journée, il faut faire diversion. C'est un petit calcul. Sauf si je n'ose pas imaginer qu'il soit inhumain, monstre au point de penser qu'il peut faire sadiquement, sciemment, provoquer la mort des gens comme ça. Je n'ose pas imaginer qu'il se soit par sadisme. Je dirais peut-être par mauvais calcul. Il a juste vu le court terme de la diversion qu'il va créer, le temps de proclamer ses résultats, mais il n'a pas prévu les massacres qu'il va y avoir. Parce qu'il y a eu mort d'hommes, chers amis. Il peut ne pas aimer les Congolais, mais il a peut-être au moins une attention pour les militaires qui le servent. Il y a des gens de la garde présidentielle qui sont morts dans le Poul. Nous avons vu des images. M. Sassou peut-il dire que ces morts-là valaient le coup, même pour son pouvoir? Est-ce que ces morts valaient le coup? Moi, j'interpelle tous les gens qui le soutiennent. Est-ce que ces morts, mais je parle des morts du côté des militaires, je ne parle pas des Congolais. Je ne parle pas, parce que d'ailleurs, je ne parle pas, ce n'est pas les populations du Poul, ce n'est pas simplement les populations du Poul qu'on restreindrait à une ethnie. Non, c'est des Congolais qu'il y a dans le Poul. Donc, je laisse les Congolais, comme M. Sassou peut tuer comme des brebis, comme des cabris, comme dirait son ami Mungala, mais les militaires qui servent sa cause, les miliciens qu'il a envoyés là-bas, M. Sassou a-t-il sa conscience tranquille de voir ces jeunes-là tués pour on ne sait quelle raison? Aujourd'hui, 5 ans plus tard, aucun débat à l'Assemblée, aucun rapport à l'Assemblée sur quel était l'objectif de cette guerre, quels étaient les objectifs, ont-ils été atteints ou pas, quelle est l'évaluation et surtout, quelles séquelles aujourd'hui dans la mémoire des Congolais en termes de contentieux politique. Donc vous voyez, pour moi, c'est des choses qu'on ne peut pas passer pieds joints sur ce genre d'événement. C'est probablement en tenant compte de tous ces aspects qu'évidemment, Monseigneur Anatole Milandou s'est finalement adressé, s'il faut le dire, aux Congolais. Vous avez probablement suivi cette sorte de réquisitoire qu'il a eu à faire contre le système en place. Mais est-ce qu'on peut considérer ce réquisitoire comme étant un mot d'ordre adressé à l'endroit des Congolais pour qu'ils prennent leurs responsabilités? Je dis simplement que aujourd'hui, la déclaration de Monseigneur Milandou qui rejoint, qui renforce ou qui répète celle que l'Église épiscopale, le conseil épiscopal dans lequel il figure, donc il fait partie de ce conseil, est un cri de cœur. C'est un cri du cœur des Congolais. L'Église aujourd'hui est au cœur du village, comme on dit, donc au courant de ce qui se passe. L'Église ne vit pas en autarcie. Ils ne sont pas dans des monastères, les évêques. Ils sont au contact des Congolais. Ils voient les défis auxquels les Congolais sont confrontés, que la conférence épiscopale a énumérés. On n'a pas à les citer, on les reprendrait. Ces défis-là sont connus de tous. Ce qui est intéressant aujourd'hui, avec les prises de position, pas des prises de position, le relais de cette détresse des Congolais par les évêques et l'Église, ce relais-là donne une force. Ça donne une force parce que ça dépolitise le débat. On n'est plus dans un débat entre des opposants, M. Sassou, et les Congolais. Nous sommes dans un débat de tous les Congolais face au régime de M. Sassou. Voilà, pour moi, ce que je retiens de cette déclaration de Monseigneur Milandou, c'est la même chose que je dirais déjà de la déclaration des évêques, c'est-à-dire, il pose un diagnostic, il soulève une inquiétude que partagent tous les Congolais et
comment dire, ils appellent, et c'est ça d'ailleurs le terme, ils ont demandé à tous les Congolais de bonne volonté de réagir, mais de réagir pas dans le sens de prendre une position politicienne, mais dans le sens d'appeler les autorités de Brazzaville et du Congo à leurs responsabilités. Alors que tous les Congolais, ou presque, sont pessimistes quant à l'élection prochaine, bien sûr, on se rend compte que finalement le candidat du PCT a déjà démarré sa campagne en violation, bien entendu, non seulement des lois de la République, mais aussi de toutes les mesures barrières contre la Covid-19. Que vous inspire une telle attitude de la part d'un candidat président sortant? Monsieur Sassou ne s'invente pas, il reste lui-même. Tout au long de son régime, tout au long de son pouvoir, Monsieur Sassou fait fi des lois. Il a été formé, éduqué, formé dans le régime du monopartisme. Il a été formé dans un régime de parti-État. Dans un régime de parti-État, il n'y a pas de loi pour les dirigeants. Les lois, c'est pour le reste. Monsieur Sassou n'a jamais respecté une loi. Jamais respecté une loi, jamais respecté une parole. Tous ceux qui ont eu affaire à M. Sassou l'ont découvert à leurs dépens. Je vous prends encore là un exemple historique. Pendant la conférence nationale souveraine de 1991, Monseigneur Kombo a fait le médiateur entre les membres des commissions, notamment la commission des crimes, qui avait pris un acte fort qui actait la responsabilité personnelle de M. Sassou dans les crimes, notamment de mars 1977. Monseigneur Kombo, qui a eu cet acte-là entre les mains, qui l'a signé? Cet acte disait, en quelques mots, M. Sassou est personnellement coupable de la mort de Ngouabi, Massamba et Biayenda, coupable des exécutions sommaires qui sont déclenchées par la suite. Et M. Sassou était condamné à l'inéligibilité au Congo. En quelques termes, je résume, ce document existe dans les réseaux. Monseigneur Kombo s'est abstenu de promulguer cet acte, de le rendre public. Et il a dit lui-même, Monseigneur Kombo, plus tard dans un témoignage en disant « J'ai cru que cet homme allait changer. J'ai cru en lui. Je lui ai donné sa chance. » Et c'est même pas, il ne parlait pas à son nom à lui. Il dit « La conférence nationale lui a donné sa chance. Et j'ai pensé qu'il pouvait changer. » Il n'a jamais changé. Donc c'est un homme sans, j'allais dire sans foi ni loi. Monsieur Sassou, c'est un homme sans foi ni loi. Et pour terminer avec l'exemple que vous donnez, regardez. Il viole une constitution, la sienne, de 2002. Il la viole en 2015. Il met en place une nouvelle constitution. Regardez comment il marche allègrement sur cette constitution aujourd'hui. Une semaine, quelques jours avant la date officielle du début de la campagne électorale, il déclenche une tournée, une bamboula, j'allais dire, dans les régions du Congo, en faisant fi des règles, des mesures de protection par rapport à la Covid-19. Les mêmes mesures qui l'ont amené hier à interdire la messe de Noël. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut encore dire face à un individu comme ça? Monsieur Sassou est un homme sans foi ni loi. Je regrette ceux qui font semblant de penser qu'un jour, ils viendront à bout en négociant avec lui. Non. Est-ce qu'on peut penser, Monsieur Jean-Noël, est-ce qu'on peut penser qu'il est en train de narguer la communauté internationale qui ne lui a pas donné les 300 millions de dollars qu'il est en train de négocier pour une aide d'urgence? Il peut avoir un comportement un peu, j'allais dire, un côté enfantin. Narguer la communauté internationale, c'est faire preuve d'enfantillage. Parce que M. Sassou, il a encore ses esprits pour savoir que dans ce monde, en Afrique, a existé un Mobutu. En Afrique a existé un Bongo. En Afrique a existé, on peut citer plein de monde. Il y a même existé un Hitler dans le monde qui s'était presque assis sur tout le monde. Mais l'histoire a eu raison de ces pseudo-dictateurs. Donc M. Sassou peut prétendre aujourd'hui narguer la communauté internationale. M. Sassou laissera le Congo. Le Congo survivra, M. Sassou. Et il n'a pas l'air de s'en rendre compte. La communauté internationale lui rit au nez. Il peut se corrompre qui il veut. Mais le dernier mot reviendra à la raison. Le dernier mot reviendra à la paix
et à la libération. Le Congo sera libéré. Jean-Noël, on va donc à la fin, ce sera probablement la dernière question. Vous avez aussi suivi, je crois, à travers les réseaux sociaux, la tournée de Denis Sassou Nguesso dans les plateaux, où il a reçu une malle d'argent liquide, bien entendu, près de 100 millions de francs CFA, qui lui ont été donnés par, entre guillemets, les cadres des plateaux pour sa campagne. Ce qui a attiré l'attention de plus d'un Congolais, c'est qu'on lui apporte une malle comme ça, d'argent liquide, dont on dirait un département aussi enclavé et qui manque de tout. Comment est-ce possible? J'aurais presque envie d'évoquer la loi, mais quelle est-elle la loi? Quelle est la loi sur le soutien d'un candidat? La collecte de fonds, est-ce qu'il y a des plafonds? Est-ce que c'est encadré par la loi? Je n'en sais rien. Quelle est la loi en matière de circulation d'argent dans un pays? En matière de circulation de l'argent numéraire, des espèces, quelle est la loi? Vous voyez, il y a plein de questions de légalité. Mais comme je vous ai dit, dans un régime sans foi ni loi, inutile de faire recours à la loi. L'analyse, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est d'où vient cet argent? D'où vient cet argent? Il y a plusieurs façons de traiter cette question. Quels sont les cadres? Quelle est la situation de ces cadres? Et surtout, quelle est l'intention de ces cadres? Est-ce que c'est de l'argent qu'ils mettent à la disposition du président c'est un investissement sur lequel ils attendent un retour sur investissement? Ça veut dire une corruption en perspective? Ça veut dire on peut déjà voir se décliner la composition des cabinets ministériels demain, en fonction de qui a donné 10 000, qui a donné 100 000, qui a donné 20 000, et qui a donné 1 million. On voit déjà qui sera directeur de cabinet. Donc, déjà, ce climat-là, il est malsain dans un pays. Et dans un pays où la corruption bat son plein. C'est M. Sassou qui a mis en place un haut comité de lutte contre la corruption. Mais quand on met en place un tel dispositif, c'est qu'on reconnaît officiellement qu'il y a de la corruption dans son pays. Et quand il y a de la corruption dans son pays, on ne se fait pas livrer une malle de 100 millions en espèces en public. Dans un village en plus. Dans un village. Et l'autre chose qu'il faut évoquer, qui peut imaginer que M. Sassou manque d'argent? Qui peut imaginer que M. Sassou manque d'argent? Moi, je me rappelle, j'étais encore à la fac dans les années 80, 85, 90. La rumeur courait qu'avant qu'on paye les salaires, les malles partaient d'un Mpila pour le trésor. Donc, ce n'est pas Mpila qui était l'annexe du trésor, c'est le trésor qui était l'annexe du trésor public qui était basé en Mpila. Donc, dans ce schéma-là, et je sais que quand les Congolais disaient ça, ils ne montaient pas. J'ai eu, après le recul, les hauts cadres de l'administration qui nous ont confirmé qu'à un moment donné, il n'y avait plus rien au trésor public. Il n'est pas exclu qu'aujourd'hui, on soit dans la même situation. Là encore, les adversaires politiques raconteront ce qu'ils voudront. Je prends un seul exemple. Un trésor public d'où disparaît 14 000 milliards. Un trésor public d'où disparaît 14 000 milliards. Et 5 ans plus tard, aucune explication, ni du chef de l'État, ni de qui que ce soit. Alors, dans un pays comme ça, comment on peut me faire croire que les 100 millions qu'on a vus à Djambala ne venaient pas d'Oyo ou de Mpila? Surtout qu'il y a une banque centrale à Oyo. Est-ce qu'on peut parler là d'un blanchiment d'argent? 14 000 milliards disparaissent là, on retrouve 100 millions de l'autre côté qu'on ne peut pas justifier. Est-ce que ce n'est pas un mécanisme de blanchiment d'argent? Moi, je pense, mon cher ami, qu'on n'a même pas les mots. Les mots nous manquent pour qualifier ça. Les mots nous manquent. Il est simplement à constater que c'est sidérant de voir que dans un pays, 14 000 milliards disparaissent, personne ne rend compte, et aujourd'hui, mais ce n'est pas simplement les petits 100 milliards, les 100 millions qui vont nous interpeller, mais tout l'argent que M. Sassou déploie aujourd'hui dans sa campagne vient d'où? Je vous prends un autre exemple. Il y a des ministres, je crois que c'est 80% des ministres et des hauts cadres qui sont dans son équipe présidentielle. Ces personnes-là, à quel moment ils cessent de travailler pour le Congo? Comment c'est organisé? Le temps qu'ils mettent à la campagne et le temps qu'ils mettent au service du Congo. Qui gère ça? À qui on rencontre ça? M. Collinet est parmi peut-être la deuxième personnalité de la campagne. À qui il rend compte de son emploi du temps? Donc je pense que toutes les analyses qu'on peut faire
ne tiennent pas avec M. Sassou. M. Sassou est à la tête d'un régime de criminels en bande organisée sans foi ni loi. Qu'on va retenir, nous sommes dans un pays où 25 milliards de dollars peuvent disparaître. Personne n'est inquiété, personne n'est interpellé. Nous sommes donc là à la fin de notre émission. Probablement que vous avez un mot de la fin pour clore. Alors, oui, je pense que l'intérêt de cet échange, c'est pas fustiger M. Sassou. Je pense que ça, on n'avait même plus à le faire. Les Congolais connaissent à qui ils ont affaire. Les Congolais savent ce qu'ils souffrent à cause de ce régime. Ce que je dirais, moi, en tant qu'homme politique aujourd'hui, c'est essayer de voir, se projeter pour que le Congo ait l'espoir. Pour nous, aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Je répète ça à longueur de journée depuis quelque temps. Il y a une nouvelle donne parce que la situation est mature. L'analyse de tout le monde, toutes les analyses montrent aujourd'hui que le Congo est dans le gouffre. À partir de là, on fait quoi? Nous, moi en tant que président du MUR, notre démarche est la suivante. Il faut combattre radicalement ce régime. Il ne faut pas faire une opposition de forme, non, il faut combattre ce régime de façon radicale sur des problèmes de base. Et les axes du combat contre ce régime doit porter sur l'ADN même de ce régime. Et l'ADN de ce régime, c'est la violence, l'incompétence et la corruption. Il y a 3 choses qui font l'ADN de ce régime. Et il faut combattre ce régime sur ces aspects-là. Deuxième chose, nous portons la voix des sans-voix. Le MUR et toutes les structures que nous mobilisons aujourd'hui, parce que nous avons lancé depuis un mois ce qu'on appelle la dynamique pour la restauration de la République et le rétablissement de l'ordre démocratique au Congo. Cette dynamique-là veut porter la voix du peuple congolais qui est aujourd'hui séquestré, meurtri, violenté, spolié et désespéré. Et dernier point, nous sommes en train de nous organiser, en tout cas nous participons, nous ne sommes pas les seuls, on n'a une exclusivité là-dessus. Nous participons à une dynamique qui vise 3 objectifs. Je dis aux Congolais aujourd'hui que nous travaillons en silence sur 3 objectifs. Tout faire pour libérer les prisonniers politiques, le premier objectif. Le deuxième objectif, nous devons dénouer le goulot d'étranglement du peuple congolais aujourd'hui. Les salaires qui ne sont pas payés, les pensions qui ne sont pas payées, la dette intérieure auprès des opérateurs économiques du Congo. Nous travaillons dans ce sens, augmenter la pression pour dénouer ce goulot d'étranglement, pour l'amener à lâcher du lest sur ces dimensions-là. Mais pour nous, le but, ce n'est pas qu'il lâche simplement du lest. Le but, c'est qu'on mette un terme à ce régime, c'est-à-dire le pousser soit à la démission, soit par tous les moyens le pousser à arrêter le massacre des Congolais, arrêter. Voilà, notre but aujourd'hui, à court terme, court et moyen terme, c'est mettre fin à ce régime par les voies légales. Et ça, c'est mon dernier mot, puisque depuis que nous avons lancé cette offensive dans les médias, il y a beaucoup de compatriotes qui nous appellent en essayant de nous piéger sur « Ah, mais M. Sassou n'entend que le discours des armes, entendez-vous le combattre sur le terrain des armes ?» Et ça, ce sera mon dernier mot. Nous n'avons aucune prétention de combattre M. Sassou sur le terrain de violence. Et en cela, nous nous réclamons entièrement du combat mené par Jean-Marie Michel Mokoko. Jean-Marie Michel Mokoko n'a jamais eu l'intention de croiser les armes, de croiser le fer avec M. Sassou. Il est un pacifiste, il croit en la force des Congolais, qui est à l'intérieur des Congolais, il croit en l'unité nationale, et nous pensons qu'il existe encore aujourd'hui des cadres intègres au Congo, des Congolais cadres ou pas, qui veulent de leur liberté et qui veulent de leur pays en paix chez eux. Toutefois, parmi vos moyens légaux que vous êtes en train d'énumérer, vous n'êtes pas pour la violence, vous n'êtes pas pour les armes, c'est-à-dire vous n'êtes pas pour un coup d'État ou pour verser le sang, mais tout de même, l'insurrection populaire est une procédure légale, non, reconnue par les textes internationaux. Est-ce que vous arrivez à penser à cela aussi? L'avantage d'une insurrection populaire, c'est qu'elle n'est diligentée par personne. Quand elle est instrumentalisée, elle ne marche pas. Quand elle vient du peuple, du plus profond
du peuple, il n'y a pas besoin que quelqu'un donne un mot d'ordre. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit moi, dirigeant du mur, qui appelle à l'insurrection. Le jour qu'il y aura insurrection, c'est que le régime de Sassou aura réuni les conditions de l'insurrection. Et en ce moment-là, advienne que pourra. Mais je ne pense pas qu'il y ait besoin de quelqu'un pour que les Congolais se soulèvent. Ils se soulèveront s'il le faut. C'est une puce à l'oreille, donc. Merci Jean-Noël Mabiala d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes président du mouvement unitaire pour la République, le mur. Vous réagissiez là sur l'actualité socio-politique du Congo-Brazzaville. Quant à vous, chers téléspectateurs, je dirais merci, mais vraiment merci, d'avoir été une fois de plus fidèle à votre canal d'information Téler TV, mais surtout à votre émission Droit de savoir. On se retrouve très prochainement. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle.